Bonjour, chers amis. Après le sommet du millénaire, l'ONU respectera-t-elle les engagements pris en faveur de l'Afrique ? Les États membres donc, de l'ONU ont décidé de réduire de moitié d'ici 2015 la pauvreté dans le monde et surtout en Afrique. Les participants se sont engagés à faire en sorte que la mondialisation devienne une force positive pour l'humanité entière. Le sommet du millénaire a également décidé de soulager les pays pauvres du fardeau de la dette, d'arrêter la progression du virus du sida et de maîtriser le fléau du paludisme. Autre constat de ce sommet, l'impuissance de l'ONU face au conflit d'Afrique. Alors que dire des résolutions du sommet du millénium de l'ONU ? Après les promesses de New York, les actes vont-ils suivre les paroles ? La crédibilité de l'ONU ne dépend-elle pas d'une réforme du Conseil de sécurité visant à rendre ce dernier plus représentatif d'un monde qui a changé depuis la fin de la Deuxième Guerre ? Eh bien, invité au débat de fond de ce dimanche 17 septembre 2000 à midi et demi, temps universel, 14h30, heure de Paris, eh bien, monsieur Jean-Michel Thénard, il est l'envoyé spécial du quotidien français Libération au sommet du Millennium à New York, aux Nations Unies. Donc, également invité au débat, monsieur François Constantin, professeur de sciences politiques à l'Université de Pau, dans le sud-ouest de la France. Il est aussi spécialiste des questions africaines. Sur le plateau, j'aurai à mes côtés monsieur Eric Dibas, Franck, juriste congolais, auteur du livre Les Nations Unies en Afrique et le cas de l'Angola, paru chez Publicide, et madame Laurence Tovy, spécialiste des questions africaines et du commerce mondial au quotidien français Les Échos. C'était donc le plateau du JDA+, rendez-vous dimanche midi et demi, temps universel, 14h30 heure de France. Nous allons donc, pour l'instant, nous intéresser à vos réactions, analyses et commentaires, redéfinir l'action politique à l'échelle du monde. Et tel était l'objectif assigné aux dirigeants de la planète, réunis donc à New York pour un rassemblement qui restera dans les annales. Pour notre premier intervenant, c'est un succès quand même. Nous allons pouvoir l'écouter, analyser les résolutions du sommet du Millennium des Nations Unies. Le sommet du millénaire a été un vrai show médiatique hollywoodien, certes, mais il s'en est dit beaucoup de choses à la tribune des Nations Unies et sans doute beaucoup plus dans les coulisses. Si la paix a été le fer de lance du sommet, la pauvreté a sonné comme une sirène d'alerte à une invasion hostile. Le sida, un mal contrariant et sournois par nature, qui n'épargne personne au vu de ses ravages. Mais quel fonds de commerce pour les multinationales pharmaceutiques qui détiennent là une des clés de voûte de la pandémie. Si le sommet a servi à faire avancer les choses dans ce sens, donner aux pauvres les moyens qui leur ont fait tant défaut jusqu'ici pour sortir de cet état d'injustice permanente au point de vue santé, économique et sociale, ça serait là un pas de géant dans la conscience de l'homme et une dignité retrouvée pour le bien-être de l'humanité. Nos réserves sur ces sommets à grand pompe sont bel et bien justifiées. Déjà en matière de santé, il faut mettre à la portée des pays pauvres certains vaccins et médicaments de première urgence, comme pour le sida, le palu et que sais-je encore. Sur le plan économique, encourager une politique de partenariat et non pas seulement d'assistance publique, car l'assistance publique est une forme plus ou moins sournoise d'une colonisation sous-jacente. Autrement dit, politique d'assistanat. Quant à la partie sociale, c'est la tête de pont de la clairière où on devrait mettre tout le poids d'une politique d'éducation nationale
pour donner à tout un chacun une connaissance de base suffisante pour faire face à l'avenir. Une bonne instruction vaut beaucoup mieux qu'un Kalachnikov. Que voyons-nous aujourd'hui? Dans les pays pauvres et sous-développés, les jeunes sont facilement enroulés dans des conflits armés qui leur sont totalement étrangers, pour ne pas dire inconnus, sans doute par ignorance, cible de choix pour ceux qui savent et en savent toujours plus, pour mieux les manipuler, surtout quand le pouvoir de l'argent est de leur côté. Il est temps que les riches pensent un peu aux pauvres afin de redresser la barre. L'ONU a pour vocation de veiller sur le bien-être des hommes et de l'humanité tout entière, sans distinction de race, de culture, ni voire de rang social. Si réformer l'ONU, c'est tenir compte des revendications de tous ses États membres, sans exclusif, alors c'est dire que les choses sont en bonne voie. Le débat se poursuit toujours, le sommet du millénium de l'ONU qui est le bilan. En effet, jamais grand-messe n'a connu pareille La brûlante actualité du Congo-Kinshasa, abondamment commentée par les auditeurs de la radio africaine. On revient sur vos réactions. Les combats entre les rebelles Banyamulenge et les troupes gouvernementales touchent désormais tout l'est du Congo démocratique. Après s'être déroulés dans le Kivu, ils se sont étendus à Kinsangani, troisième ville du pays, située à 500 km à la frontière rwandaise. L'intervention de l'ONU et de l'OUA permettrait de régler ce conflit, affirme ce Congolais de Kinshasa qui préfère la négociation à la guerre. On aurait appris qu'il y a agression. Mais qu'est-ce qu'une agression? Attaque non provoquée et brutale. Aujourd'hui, c'est une atteinte à l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. Avant tout, j'entends commencer par interroger notre conscience pour interpeller au mieux le cœur de chacun de nous. À qui profite le crime? Il est vrai qu'il se passe des choses pas nettes en République démocratique du Congo. L'instant est plus que grave. Qu'on est appelé à éviter tout amalgame et à éviter de tomber dans le piège pour ne pas avoir à faire le jeu de nos supposés adversaires. L'instant est plutôt tentant qu'il y a risque de jeter de l'huile au feu. À l'instant où je vous parle, tant de questions me préoccupent l'esprit. Et j'ai bien peur que certains d'entre nous ne se laissent facilement prendre par ce courant simpliste, quitte à lancer des cris de haine à l'endroit de ceux qui n'y sont pour rien. Fruit d'une vengeance intolérable, quoique insupportable, des loups aux abois. À vouloir s'engager aveuglement sur ce terrain, nous entraînerait à faire le jeu de ceux qui rêvaient que de ça, depuis belle lurette. De qui relève cette confusion, ce flou systématique d'un mauvais genre, pour ne pas dire mauvais génie? De qui vient cette logique poutrière à la parade militaire qui laisse froid au dos et occasionne tant de sueur froide? Y aurait-il quelque chose qui nous aurait échappé entre-temps pour justifier cette agression d'où qu'elle vienne? Elle est condamnable. Vu la tournure des événements, autant mieux jouer la carte de la prévention et de même en saisir l'ONU, l'OUA et les autres instances supérieures pour faire taire les armes et tout malentendu. C'est dans cette perspective seule que nous viendrons à bout de ces drôles de crises sans avenir. S'il y a des partis qui ont à faire quelques revendications que ce soit, c'est autour d'une table que se trouvent les meilleures solutions. Il ne faut jamais compter que sur soi-même et à personne d'autre. Encore moins à ceux qui viennent à votre rescousse moyennant quelque chose. Car
À la longue, ils voudront monter les enchères. L'OUA se trouve à des années-lumière des réalités africaines. Le changement souhaité sera-t-il entendu de ceux qui détiennent le pouvoir politique? L'OUA me fait penser à une grosse calebasse vide qui n'est bonne que pour la décoration. La volonté qui a été le fer de lance de cette structure nous fait regretter aujourd'hui les pères de nos indépendances, que l'histoire, par la volonté de certains hommes, a écarté injustement. Que n'avons-nous pas dit pour bousculer l'ordre injustement établi de ces mauvaises habitudes dont on a du mal à s'en débarrasser? L'OUA se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins d'un peuple qui se recherche et qui a du mal à trouver son identité, simplement parce qu'il se trouve à des années-lumière d'une structure qui tous pour si peu. L'OUA serait-elle si allergique? L'OUA qui est censé défendre nos intérêts. L'OUA a toute sa place et a tout un rôle à jouer, car l'Afrique a tant besoin de cette unité africaine. Nous ne pouvons nous en passer de cette organisation, bien que la forme soit toujours un miroir aux alouettes. Ce que nous contestons à l'heure actuelle des choses, c'est plutôt le fond du contenu que la forme. De la bonne santé de l'OUA dépendra la vraie politique pour le développement de l'Afrique. Nous avons fait plus de propositions sur cette même antenne, mais enfin, aux autorités, aujourd'hui, de nous faire part de leur sérieux, et nous trouverons sans doute à dire. Voilà pour vos analyses, commentaires et réactions. On nous parle de la rébellion et de la façon que les choses se présentent à l'est de la République démocratique du Congo et encore plus à l'est, au-delà de nos frontières. Je me dis, qui du peuple et de ces bandes armées nostalgiques de la vieille garde et de ces opérations commando, qui de ces deux est vraiment le vrai rebelle? À mon humble avis, sans le moindre tour ou le moindre doute, c'est le peuple. Le peuple martyr qui a toujours autant du mal à trouver son compte. Ceux de Kinshasa peuvent témoigner de leur efficacité pour qu'on les juge aux actes. Il faut que chacun des belligérants parvienne à vaincre la peur du peuple et à lui donner les meilleures garanties afin qu'il taise ses doutes, sa colère et sa rancœur face à des gens qui ne roulent carrosse que pour leur suffisance. Il revient à LDK, Laurent Désiré Kabila, de tout faire pour doter à ce pays, grand comme un continent, des véritables institutions pour un bien meilleur fonctionnement d'un état de droit. Et je ne pense pas, après quoi il y aurait encore tant de choses à dire, à moins peut-être que la mauvaise foi des uns et des autres devienne un véritable fonds de commerce pour les gens qui n'ont eu autre but et préoccupation que de saigner le peuple à blanc pour le réinstaller dans une misère sans précédent. Le débat contradictoire sur le Congo démocratique, le conflit en RDC dans lequel sont engagés la plupart des pays d'Afrique centrale ne semble donc pas devoir se résoudre. Charles Christian, vous êtes là? Oui, bonjour Eugénie. Bonjour Charles Christian. Je veux faire l'invité de la dernière heure. Non, vous êtes l'invité de la première heure, toujours.
Non, je disais que nous voilà plongés dans le monde des affaires. Oui. Et tu sais, Génie, on dit que les mots sont pas tout le monde et les idées à ceux qui les trouvent. Comme dans les affaires. Qu'est-ce que je pourrais dire? Comme dans les affaires font des hommes, car, je m'explique, car ils apprennent à vaincre la ruse de la vie. Et par là, tu comprendrais que les affaires, c'est l'argent des autres. Les banquiers comme les gouvernements en fait de ce proverbe leur chou gras. Mais pour répondre directement à la question Eugénie, parce que je suis très intéressé, créer un état de besoin, c'est donner aux gens une envie inhabituelle de quelque chose qu'ils ne connaissent pas forcément, mais dont ils découvrent et ressentent l'utilité par la curiosité que la chose suscite. Charles Christian. Après quoi? Oui, pardon? Oui, Charles Christian. Alors, on va prendre des exemples concrets. On imagine que vous voulez monter une affaire, vous observez donc le marché, et qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui viendra à l'idée, par exemple? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est dur, hein? Je vais prendre un exemple, Eugénie. Dans ma famille, nous cultivons les idées comme d'autres cultivent la terre. C'est un bon début. Vous voyez, oui, et vous voyez, moi j'ai attrapé ce virus très tôt par mon père adoptif, qui n'est autre que mon oncle, un homme d'affaires. Ah, justement. Et qui est vraiment coté sur la place. Oui. Mais là où je trouve que on a du mal, nous, à réaliser de bonnes affaires dans les États, parce que simplement, souvent, on souffle une idée à quelqu'un, et souvent les gouvernements s'emparent de ces idées, sans même nous rémunérer pour l'idée qu'on leur a avancée. Oui, là, vous parlez un peu de la propriété intellectuelle. Plus ou moins. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Il fut un temps où mon oncle brillait par sa casquette de bailleur de fonds, donc qui consistait à venir en aide aux entreprises en difficulté et aux États qui peinaient à payer leurs fonctionnaires. Alors, votre oncle, Charles Christian, votre oncle, si ce n'est pas indiscret, c'est la 10e fortune du monde? Pardon? Votre oncle est peut-être la 10e fortune du monde. Oh non, pas forcément. Pas forcément. Mais cependant, Eugénie, nous disposons d'une banque qu'on appelait CID, Centre International du Développement. Nous avons même eu à financer le projet trans-gabonais, et à l'époque du CMP, Comité militaire du parti au Congo-Brazzaville, nous avons su faire état de nos services. Oui. Mais le problème... Oui, pardon? Allez-y. Oui, le problème, Eugénie, simplement, c'est que chez nous, on a beau avoir des idées, mais nous sommes toujours confrontés à des systèmes qui se révèlent être des mauvais payeurs. Et moi, je crois que quand on veut faire une affaire, il faut aussi que les gens nous respectent pour ceux qu'on leur propose. Mais si les gens n'aiment qu'à tirer profit de nos idées, mais on ne peut pas continuer à leur avancer, à leur souffler mot sur ce qu'on sait faire. Voilà. Alors concrètement, ça veut dire, pour résumer, Charles Christian, que l'idée vaut également son pesant d'or. Oui, on ne peut pas financer un projet si au départ il n'y a pas une bonne idée. Oui, si au départ il n'y a pas une bonne idée. Attendez, Eugénie, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. En 99, on nous a fait faux bon pour avoir suggéré au gouvernement d'LDK comment faire entrer l'argent dans les caisses de l'État, et plus particulièrement à la Banque nationale, en imposant une caution à déposer à tout opérateur économique qui devait bénéficier d'une licence d'exploitation. Mais cette idée
nous fut raflé, génie. Et la chose s'est faite dans la démesure que ce projet s'est vite révélé être un échec cuisant, simplement parce qu'il fut mal interprété par ceux qui en avaient qu'une vague connaissance. Donc tu vois, génie, rien de bon n'est vraiment gratuit, toute chose a un prix, et il n'y a que d'honnêtes gens qui sachent en tirer profit. Charles Christian, je vous remercie, vous m'avez édifié. Je vous remercie infiniment d'avoir appelé. Merci, je le vois. Merci, bonne journée à Paris. Comment élaborer un plan d'affaires et vendre ses idées à l'international? C'est le débat du jour dans Africa Vie. Appelez-nous au 77 0101 74 11 11, indicatif 241. J'attends vos réactions. Alors, c'est évident que vous n'allez pas beaucoup appeler parce que ce sont des questions qui ne touchent pas, qui ne vous touchent pas de plein fouet, mais vous comprenez que c'est très important. Il y a le chômage est persistant et endémique en Afrique, et si chaque Africain pouvait avoir une arme pour s'en sortir, eh bien ce serait la Lors de meilleure sa chose. 5e visite en terre africaine depuis 6 ans, le pape Jean-Paul II a demandé aux autorités nigériennes de libérer certains détenus politiques. Le prochain intervenant reste sceptique sur le pouvoir politique du souverain pontife. On l'écoute. Que peut nous apporter le pape sur le plan politique? Absolument rien, car la politique n'a rien à voir à la religion. Qu'a-t-il fait sur le plan politique en Italie ou en Pologne, son pays d'origine? Absolument rien du tout. Donc le pape ne peut rien apporter aux Africains. Mais je le respecte en tant qu'être humain, et non en tant que pape. Je le respecte aussi en tant qu'individu, et non en tant que chef religieux. Il n'est que le premier de ses semblables, affrontant la vie et la mort. Il n'est ni parfait, ni toujours logique et rationnel. Il ne peut ni tout deviner, ni être fidèle à tous ses engagements, comme tout un chacun. Mais parlons de ces religions. Ils ont été imposés par la force et souvent avec des pertes de vies humaines considérables. Qu'est-ce que l'Afrique, continent martyr, a subi depuis l'importation de l'islam et du christianisme? 4 mauvaises voies s'ouvrent à ces deux religions: la division des Africains, les guerres civiles, la traite des Noirs et la destruction de nos cultures et civilisations. Aujourd'hui, les religions envahissent le champ, laissé libre par l'essai du colonialisme. À une Afrique désunie, inquiète, insatisfaite, elle offre la sécurité des rapports entretenus entre gens partageant les mêmes valeurs, les mêmes rêves, les mêmes préjugés. L'islam qui s'est étendu en Afrique fait peur, cependant son message n'a pas varié depuis le 7e siècle. Pour un chrétien, la tolérance devrait être condamnable, puisqu'on ne peut à la fois aimer son prochain et accepter qu'il se damne en sacrifiant à de faux cultes. Le pieux musulman ne pense pas autrement, tous deux rêvent d'universalité. Secours catholique, l'humanitaire est omnivore. Il se nourrit indistinctement de bonne et de mauvaise conscience, de publicité bien sûr. Ajoutons-y un peu de voyeurisme, une solution dérobade à des difficultés personnelles. Bref, un moyen qui devient une fin. L'humanitaire chrétien s'en prend aux effets, mais jamais aux causes. La solidarité se révélant elle aussi une impasse. On en appellera un sentiment religieux. Mais quel Dieu? Celui des chrétiens, aimez-vous les uns les autres, mais dont le message n'a pas empêché les massacres du Rwanda, pays à 80% chrétiens, ou celui terrible, juste et exclusif de l'islam, ou des frères algériens s'appliquent pour des faux problèmes. Ces deux religions nous ont divisés à l'extrême, où le musulman se marie avec la musulmane, où la chrétienne se marie avec le chrétien. Ce qui en suivi, la traite des Noirs, les communautés marchandes des grands ports européens organisées à grande échelle, un formidable commerce triangulaire, et l'Église catholique participait à ce crime contre l'humanité. Les langues des Arabes étaient beaucoup plus nées. Tout individu qui rejette leur religion est tué ou mis sous la soumission, c'est-à-dire à l'esclavage. Ce qu'on voit en Mauritanie, où l'islam interdit à tout esclave sous peine de mort de tenter de retrouver sa liberté. Destruction de nos cultures et déstabilisation de nos sociétés. La preuve en est que nous appelons tous Georges, Mohamed, Jacques, Ibrahim, Jocelyne, Marie, etc. Des prénoms qui viennent d'ailleurs. Mais qu'avons-nous fait de nos propres prénoms? Nos ancêtres n'avaient-ils pas de prénoms? Et pourtant, avant que ces deux religions nous envahissaient, il y avait sur le continent des sociétés cohérentes qui fonctionnaient normalement. Elles se situaient à des degrés divers de développement. Certaines manifestaient une grande stabilité politique et de grande qualité artistique. D'autres étaient de simples communautés de chasseurs, de paysans. D'autres encore avaient leur vie propre et étaient intégrés à l'environnement. Les religions imposées ont tout détruit.
Donc les religions n'ont duré en Afrique que pour détruire nos cultures et nos civilisations, nos institutions politiques et sociales existantes. Une appréciation que ne partage pas l'intervenant suivant, car pour lui, l'Église a été de tout temps le seul rempart qui puisse faire respecter les droits de l'homme. C'est pourquoi il tire sa révérence au pape qu'il qualifie par ailleurs d'homme de paix et de courage. Voici son commentaire. Si la foi est le propre des gens bien nés, par leur raison d'être, force est de constater que la foi est la raison des âmes éclairées, et le Saint-Père en est une de ces âmes. Sa foi témoigne de la valeur de l'homme et de la grandeur de son ministère. Si les dictateurs de tous bords font marcher au fusil et à la baïonnette les peuples qu'ils oppriment pour avoir été affectés par une overdose de pouvoir mal nourri, le pape, les peuples opprimés se reconnaissent en lui. Il sera intellectuellement malhonnête que de vouloir faire un procès d'intention à cet infatigable homme de paix qui a toujours été de tous les combats, malgré son âge et la maladie. Il a toujours su prendre son bâton de pèlerin et répondre à toutes les attentes. Si les dictateurs se plaisent à asseoir leur pouvoir sur la peur du fusil à la gâchette facile, qu'ils pointent en direction de leur peuple, ce qui est le cas du Nigeria, de Sani Abacha, qui à part le pape, aurait le courage de courir autant de risques et de dire ce qu'il a à dire, puisque le peuple le pense, mais ne peut le dire. L'océan de foule humaine qu'entraîne ce pape à chacun de ses déplacements est une réponse claire et nette qui vaut tous les discours et toutes les interprétations. Il a tout mon estime, bien que nul ne soit parfait ici-bas. Il a eu parfaitement raison pour avoir effectué ce voyage qui a montré au peuple du monde entier que Sani Abacha n'est autre qu'un dictateur de la pire espèce et que son peuple est à l'opposé de ce qu'il est, lui et son régime. Ça serait un crime que de voir l'Église catholique se désintéresser de la politique. En tout temps et en toute époque, l'Église a toujours volé au secours des peuples opprimés. Nos conférences nationales ont souvent été présidées par des hommes en soutane et à l'aube des indépendances. Nous avons eu à la tête de quelques-uns de nos pays des hommes d'église. En Afrique, l'église est la seule, sinon l'unique institution à pouvoir encore compter sur ses rangs des fidèles qui lui vouent un culte sans commune mesure. Donc, à elle d'éclairer ses oies pour un bien ou une bien meilleure éducation que n'a su donner ces régimes de non-droit qui sont les dictatures. L'Église catholique est aujourd'hui le seul rempart pour la question des droits de l'homme dans ce continent en plein déroute que les fossoyeurs continuent à mettre en mal avec un tel malin plaisir. À voir Sani Abacha, on croirait avoir affaire à Jules César sur ce regard qui en dit long. Mais le peuple, quoi qu'il en soit, a toujours le dernier mot et le mot de la fin. 33 1 45 74 38 38, c'est le journal des auditeurs si vous nous appelez d'Afrique ou de l'étranger. Et 01 45 74 38 38 si vous nous appelez de France. Chers amis, chers téléspectateurs et chers internautes, j'ai pris un malin plaisir à partager avec vous ces instants de réflexion si agréables, et plus particulièrement ces vieilleries que je sors de mes archives sur mes interventions
dans le cadre ici du journal des auditeurs, il y en aura tant d'autres. C'est tout simplement pour vous partager et vous montrer que ce que j'apporte aujourd'hui ne date pas d'il y a à peine quelque temps. Mais c'est un travail de longue haleine qui tendait à contribuer à la conscientisation de nos populations. Et si aujourd'hui cela peut servir à l'éveil de la conscience des Congolais et d'autres Africains, tant mieux. Tout mon intérêt, c'est de simplement être acteur que de passer mon temps à nous reprocher quoi que ce soit. Et puis, ce que j'aimerais aussi dire, à nous de faire attention sur ce qu'on dit, et surtout à d'autres, avant de dire quoi que ce soit ou n'importe quoi, il faut qu'ils se donnent le temps de chercher à savoir pour mieux comprendre. Ne faisons pas de la polémique, ou évitons surtout d'avoir des jugements précoces sur ce qu'on ne maîtrise. Oui, notre culture tient aussi de notre curiosité, de notre volonté à tout prix de vouloir changer les choses, mais en bien. Parce que sur cette terre, nous sommes là pour un mieux vivre ensemble, surtout en ce moment où les crises se multiplient de part et d'autre. À nous de faire attention à ce que l'on dit, mais pas que à ce que l'on dit. Il faut aussi que nous apprenions à nous connaître nous-mêmes, parce que ne peut tenir un discours qui tient la route que celui qui se connaît lui-même. Oui, nous voulons ici faire part de cette chance que nous avons eue de partager ce que d'autres nous ont donné, et souvent gratuitement. Oui, l'information et l'épreuve de la connaissance ne sont pas toujours à la portée de tous. Nous devons toujours nous dire, mais pourquoi ce goût, cet appétit, cet intérêt de vouloir toujours partager le peu de ce que l'on sait? Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous aurez là sans doute trouvé votre chemin. Quant à moi, il me plaît de partager cette vision, car je pense que le bien-être tient plus des hommes que des institutions. Et les institutions sont faites par les hommes. Comment voulez-vous inspirer une institution tant que vous avez en vous, vous souffrez d'un mal-être profond qui ne peut mais rien apporter de bon à la société? Oui, j'avoue reconnaître, je suis amoureux de ce monde, de cette société que j'aime tant. Je sais qu'en chacun de nous, il y a le meilleur que l'on détecte parfois bien plus tard. Mais à-t-on se poser des questions sur soi-même? On finit par découvrir ce qui nous pousse à nous poser des questions dans le cadre d'un mieux vivre ensemble. Oui, nous devons être reconnaissants envers nous-mêmes, oui certes, mais reconnaissants aussi envers les autres, envers cette société qui nous permet aujourd'hui de nous épanouir simplement
dans l'approche que nous faisons de la liberté. Vous savez, la liberté est un état d'esprit qui est souvent cadré par les institutions. Nous n'allons pas passer notre temps à toujours critiquer sans autant faire part de tout le bon côté de cette société. Nous devons apprendre à ne pas nous mentir à nous-mêmes. Il ne faut jamais scier l'arbre sur lequel on est assis. Oui, très chers internautes et très chers téléspectateurs, comme je le disais, tout mon plaisir est de partager le peu de ce que je sais. Parce que j'estime que nous n'avons pas le droit de garder pour soi le peu de ce que l'on sait. Sans quoi, à quoi sert la transmission de savoir? Aujourd'hui, nous nous complaisons dans ce monde qui est fait de haut et de bas, mais travaillons plus pour le propulser mais vers le haut que de vouloir l'enfoncer. Oui, il me plaît de partager le peu de ce que je sais dans ce bas monde, car j'ai eu la chance de croiser des gens bien, de connus comme de moins connus, voire même des inconnus, mais qui par leur peu de ce qu'ils m'ont apporté sur l'instant ont changé ma vie, m'ont rendu plus riche que je n'étais avant de les avoir croisés. Oui, chers internautes, chers amis, chers téléspectateurs, l'homme est né pour mieux vivre sur cette terre qui lui a été prêtée. Pourquoi prêtée? Parce que nous ne durons que un laps de temps. Après c'est fini, basta, on oublie. L'histoire continue son chemin. Oui. Voilà pourquoi, chers amis et chers internautes, je prends un malin plaisir à vous faire découvrir mon univers qui est fait de réflexion, de passion, donc de rêve. Serais-je un rêve de par mon approche? Ou serais-je tout simplement un utopiste qui ne se plaint pas de grand-chose, si ce n'est que de voir ce monde aller de l'avant et que les hommes parviennent à partager le peu de ce qu'ils savent pour que d'autres en profitent. À bon entendeur, salut. Je n'ai jamais aimé comme j'aime aujourd'hui.